Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au cabinet? Plein de choses, comme d'habitude. Je vais vous parler d'une situation de couple. En fait, je vais vous parler des situations de couple. Parce que franchement, la thérapie de couple, c'est un thème, en fait, où il y a systématiquement les mêmes situations qui sont vécues, à chaque fois par des gens différents. Mais en fait, on a l'impression que c'est tout le temps la même chose. Je vous garantis, si vous venez faire une semaine d'observation chez moi, ça sert à rien de me demander, vous n'allez pas pouvoir venir faire une semaine d'observation au cabinet. C'est une façon de parler. Mais vous allez voir, non, vous n'allez pas voir justement. Vous verriez comme il y a des choses qui sont récurrentes, systématiquement, ça revient, avec les gens qui ont l'impression en fait qu'ils sont en train de vivre ça tout seuls, eux, dans leur coin, que c'est vraiment une particularité de leur existence. Non, la vie de couple, en fait, il y a systématiquement les mêmes plantées intégrales pour la vaste majorité des couples. Pourquoi je parle de la vaste majorité des couples? Parce que c'est une réalité. Si vous regardez les statistiques, maintenant dans nos villes, on a dépassé le 50% de divorces, globalement. Donc en gros, si vous voulez savoir si un couple marié va durer ou pas, on jette une pièce en l'air et puis c'est la meilleure prédiction qu'on puisse avoir et ça sera la plus juste. C'est dommage, c'est dommage que ça en soit ainsi. Et puis les couples qui restent ensemble, c'est pas parce qu'ils restent ensemble qu'ils sont heureux, épanouis et puis qu'ils ont de la joie à être ensemble. Il y a beaucoup de couples qui restent ensemble parce qu'il y a les gamins pour des questions financières, il y a la maison, le qu'en dira-t-on, la famille, la culture. Ok, on reste ensemble. Ok, globalement, quand on regarde des sondages qui sont faits, il y a à peu près 20% des couples qui ont vraiment du plaisir à vivre ensemble et puis qui tiennent dans la durée avec joie de vivre, quoi. Donc, 80% d'échecs. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait à vivre en couple quand le modèle de société nous conduit à l'échec? C'est ça, parce que finalement, ce que vous faites dans votre vie de couple, vous vous inspirez de quoi? De la société. En gros, si vous faites la même chose que font la plupart des gens, vous allez obtenir le résultat de la plupart des gens, c'est-à-dire vous allez vous planter. Mais vous allez vous planter comme la plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils sont tous convaincus que ça va bien se passer. Ils sont tous convaincus qu'ils savent. Tous. Je vous donne un exemple. Moi, quand je fais des publications sur les réseaux sociaux, le thème de la vie de couple, quand je publie sur ce thème, c'est, j'en suis persuadé, mais ça doit vraiment être juste, c'est le thème en fait qui génère le plus de commentaires, et puis des commentaires où les gens viennent me confronter, viennent me balancer des contre-arguments. Et je trouve super intéressant en fait de voir une société qui est en échec intégral dans sa capacité à vivre des belles vies de couple, venir en fait critiquer ma position, alors que je suis un expert de la question, j'obtiens des très beaux résultats en thérapie de couple où j'ai vraiment aidé beaucoup de couples en fait à se rétablir et à repartir du bon pied, à avoir à nouveau une joie de vivre ensemble. Mais en fait, les gens en fait viennent me dire leur vision des choses. En fait, moi j'aime bien dire, très souvent je dis en fait, je comprends pas pourquoi j'ai dû faire quasiment 7 ans d'études universitaires en psychologie, alors que finalement, visiblement, pour faire de la psycho, il suffit d'avoir une opinion, un avis, une façon de voir les choses, personnelle, etc. Il faut avoir un petit peu d'humilité pour se rendre compte en fait que on va se planter. C'est-à-dire que c'est la meilleure prédiction possible, c'est qu'on va se planter. Parce que c'est ce qui se passe pour les autres. Maintenant, c'est sûr qu'on a tous un peu un biais, on a plein de biais cognitifs qui nous font croire que non, chez nous, ça va pas se passer comme ça, on s'aime tellement. Ouais, mais tous les couples qui ont démarré, ils s'aimaient tellement, ils sont convaincus que ça va bien se passer, et ça se passe pas bien pour la vaste majorité des couples. Cette fille que j'ai eue en séance, elle me dit, à un moment donné, ouais, mon homme, il m'a dit, je comprends pas du tout avec tout ce que j'ai fait pour toi. Et en fait, cette phrase, moi, elle ne m'émeut même plus parce que je l'entends systématiquement dans les thérapies de couple, où on entend tout le temps, j'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait pour lui, j'ai tout donné. Ok. Si maintenant, t'as soif, et donc, moi, je décide de te donner un livre. Puis en fait, je vais être même beaucoup plus généreux que ça. Je vais te donner tous les livres qui sont ici sur ma table. Tu sais quoi? Je vais même faire quelque chose que pas beaucoup de personnes font. Tu vas avoir de la chance. Je vais te donner toute ma bibliothèque. Et je vais même te donner mon fauteuil, et ma table, et même mon cabinet. Tu as déjà vu quelqu'un qui fait ça? Alors, heureuse? La personne, elle va pas être satisfaite parce que je n'ai pas répondu à ses besoins. Je me suis fatigué à tout donner, à croire que j'étais exceptionnel. J'aurais juste dû apporter un verre d'eau. J'ai pas su écouter, j'ai pas su être attentif et je suis passé à côté de la plaque en étant convaincu que j'ai tout donné. Il y a des ingrédients
qui doivent être présents dans la vie de couple. Ces ingrédients, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que ça fait partie d'une formation. Puis le but ici de ces capsules, c'est plutôt de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le cabinet et puis que ça puisse provoquer en vous des réflexions, des remises en question, des apprentissages. Mais ces ingrédients, de façon non consciente, en fait, vous les connaissez. Parce qu'au début d'une relation, vous avez su en fait aller les chercher, vous avez su les mobiliser, vous avez su les mettre dans la relation. Parce que si vous n'aviez pas mis ces ingrédients, là, il y a de fortes chances pour que la personne avec qui vous êtes ou vous avez été n'aurait pas eu envie de continuer en fait son aventure de vie avec vous, vous n'auriez pas été intéressant. Et naturellement en fait, quand on est dans les premiers jours, les premières semaines, la première phase en fait de fréquentation, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin d'aller consulter un psy et on fait les choses généralement assez justement. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Ce n'est pas le temps le problème. J'adore entendre les gens qui disent « Ah, mais avec les années, c'est normal, avec les années, on ne peut pas continuer à avoir la même flamme. » Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de flamme si je ne rajoute pas du bois. Hein. Ça, c'est pas les années le problème. Hein. C'est le fait que je ne viens pas foutre du bois dans le feu. Donc, c'est sûr que c'est la même chose avec la vie de couple. Ce n'est pas les années. Avec les années dans une vie de couple, il se passe un truc horrible en fait. Et puis même pas les années, attention, il peut suffire de quelques mois. On voit souvent des gens, c'est à peu près une période de 90 jours. Hein. C'est vraiment 3 mois, où, là on fait vraiment tout ce qu'il faut, on met les ingrédients, et puis au bout de 90 jours, on commence à se dire « ouais, bon, ça va aller ». Et en fait, ça, c'est un principe de familiarité. Et cette familiarité fait qu'on se sent autorisé dans le couple à être la pire version de nous-mêmes. Dans le développement personnel, il y a cette mode de dire « ah, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même ». Super, fabuleux. Mais il ne faut pas seulement être la meilleure version de soi-même pour les réseaux sociaux, pour la petite citation sur Internet. Non, il faut être la meilleure version de soi-même, avant tout pour les gens qu'on aime. Et qu'est-ce qui se passe? Bien des personnes, quand elles rentrent à la maison chez elles, après une journée de travail, elles amènent les miettes de qui elles sont, elles amènent la pire version d'elles-mêmes. Et ça, c'est la familiarité qui fait qu'on se sent autorisé à faire ça. Un petit truc. Demandez-vous, si ce soir, j'avais une date, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un que je rencontrais pour la première fois dans une dynamique de rencontre amoureuse, et que je me comportais comme je me comporte habituellement dans mon couple, quand je rentre le soir à la maison. Est-ce que je serais une personne intéressante? Est-ce que l'autre aurait envie de continuer, en tout cas de s'engager sur un bout de route avec moi? Ouais. Il n'y a pas besoin de dire plus. À chaque fois que j'ai des couples et que je leur donne cette petite technique, cette petite astuce, à chaque fois les couples prennent conscience en fait de ce qu'ils sont en train de faire faux. Quand tu rentres chez toi ce soir, dis-toi, si c'était ma première rencontre, quelle serait mon attitude? Comment est-ce que je regarderais l'autre? Quelles seraient mes paroles? Quelle serait mon énergie? Quel serait mon engagement? Quelle serait mon attention? Et ça te permettra en fait de voir la différence entre ce que tu fais et ce que tu devrais faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être au top tout le temps. C'est évident que la personne qui vit avec toi, elle partage ta vie et donc elle partage aussi ses hauts et ses bas et ses fluctuations qui font partie de la vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nourrir une fausse image de soi et puis être un peu tout le temps au top. Non, pas du tout. Mais entre l'extrême de se dire « je dois être tout le temps au top » et l'autre extrême qui est qu'on ramène à la maison les miettes de qui on est, qu'on se sent autorisé à être la pire version de nous-mêmes avec la personne qui nous aime et qu'on est censé aimer, là, il y a quand même un répertoire de sélection, de comportements qui sont quand même à choisir en fonction de là où tu en es. Ça coûte rien. Moi, j'aime bien le faire, très régulièrement. Très régulièrement. Je ne peux pas dire tous les soirs, parce que parfois je rentre à la maison et j'ai une idée en tête, mais quand je vois en fait que je suis à côté de la plaque, à chaque fois en fait ce qui me permet de me recalibrer, c'est de me dire et si c'était la première semaine que tu étais en train de vivre avec cette personne? Comment tu réagirais à ça? Quelle serait ton attitude? Etc. etc. Et vraiment ça c'est radical en fait. C'est radical. Si on est honnête avec soi-même, immédiatement en fait on se rend compte de quel est en fait le comportement qui est le plus juste en fait. Et même si on est fatigué, et même si on en a eu ras-le-bol de notre journée, rien n'empêche en fait de prendre juste quelques minutes quand on rentre le soir à la maison, d'être vraiment
dans cette belle disposition, ça prend quelques secondes ou quelques minutes, puis ensuite de pouvoir dire à l'autre, ouais, tu sais, j'ai vraiment une journée, j'ai juste besoin d'être tranquille et puis de penser à rien, j'ai même pas envie de parler en fait, et ça va aller. Mais on peut pas chaque fois en fait avoir cette attitude-là en fait. C'est ce qui est récurrent qui bousille le couple ou qui le fait beau. C'est pas ce qu'on fait de temps en temps. On peut tous à un moment donné avoir des moments de down, on peut tous en fait se lâcher par moments. Je suis pas en train ici de dire qu'il faut être impeccable, irréprochable, mais c'est comment est-ce que je suis la plupart du temps. Voilà, c'est tout. Et c'est tellement un bon sens que je suis persuadé qu'il suffit que vous ayez un petit peu d'humilité pour accepter cette remise en question, et puis vous avez absolument compris tout le message en fait essentiel que je veux partager avec vous. Donc voilà ce qui s'est passé cette semaine au cabinet. Je voulais sélectionner cette portion-là d'événements parce que je sais que ça peut enrichir beaucoup de personnes.